L'ordre nouveau. Alors c'est pas du tout le titre du dernier Star Wars, c'est le nom de l'opération militaire que Israël est en train de mener face au Hezbollah au Liban. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de rester bien concentré sur le domaine d'expertise de cette chaîne, à savoir la chose aérienne, et nous allons revenir sur le bombardement contre le bunker du QG du Hezbollah qui a eu lieu le week-end dernier. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais donc essayer de vous partager comment fonctionnent les bombes anti-bunker et quel type de frappe a été utilisé pour détruire en plein centre de Beyrouth ce QG souterrain. Et ensuite, dans un deuxième temps, aller sur 2-3 axes de réflexion afin de prendre un petit peu de hauteur. Et si vous suivez cette chaîne, il y a un mois, vous vous rappelez probablement que nous parlions du fait que l'US Navy avait déplacé des porte-avions pour venir utiliser 30% de sa puissance en protection d'Israël. Je pense que l'on comprend un peu mieux pourquoi en ce lundi matin. Allez, jingle. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus. Il y a très peu de classes disponibles. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on aime bien les citations. Aujourd'hui, pour se mettre dans le bon état d'esprit, je vous propose du Oscar Wilde. L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. Donc je n'ai absolument rien contre les émotions, ni contre Oscar Wilde, mais n'attendez pas de l'émotionnel de cette vidéo. Nous allons rentrer dans du purement technique, ne soyez pas choqués. Lors de la guerre, les militaires ont toujours cherché à se protéger notamment leurs quartiers généraux, ou protéger leurs armes extrêmement importantes. Regardez pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que le matériel le mieux protégé, c'était les fameux sous-marins, les U-boats, avec parfois 5-6 mètres de béton au-dessus d'eux, afin de garantir leur sécurité en cas de bombardement allié. C'est donc tout naturel que lors de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays, notamment les Britanniques, mais également les Américains, se sont mis à réfléchir à comment traverser de fortes épaisseurs de béton afin de pouvoir taper ces sous-marins. Les Allemands avaient des roquettes propulsées, et cela dès la Première Guerre mondiale, pour être franc. Les Britanniques, eh bien, c'est Sir Barres Wallis. C'est lui qui a créé la bombe qui rebondit des fameux Dam Buster. Car oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une bonne chose de taper les barrages. Et il y a eu des missions contre cela, et c'est Sir Wallis qui a fabriqué ces bombes-là. Et il a également fabriqué le Grand Slam. Grand Slam, c'est un nom qu'on utilise dans l'OTAN. Si vous avez abattu tous les ennemis, vous annoncez à la radio Grand Slam. J'ai eu la chance de le faire une fois en super étendard à 1 contre 4, c'était un grand moment, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le Grand Slam, c'était une bombe de 10 tonnes. Il y en a 99 qui ont été fabriquées, 42 utilisées, 4,3 tonnes d'explosifs, et ça devait pénétrer 40 mètres dans la terre ou 6 mètres dans du béton. Enfin, il y a des avions spéciaux pour les tirer, des Lancaster. Et on va revenir sur le fait que ces grosses bombes nécessitent de gros vecteurs, de gros porteurs. Et vous voyez là des images, par exemple à Farge en Allemagne, vous avez des bombes qui ont traversé 4,5 mètres de béton, et on parle d'il y a 80 ans. Vous vous doutez bien que la technologie a évolué depuis. Vous avez les Américains qui ont fabriqué la Disney bombe, elle faisait 2 tonnes avec une charge militaire de 230 kg, transportée par B-17, et elle passait près de 5 mètres de béton également. Derrière, on est allé vers les fameuses GBU. Donc vous avez la GBU 28 qui a notamment été utilisée pendant la guerre du Golfe avec un F-111. Il y en a 2 qui ont été tirées, une qui a loupé sa cible et une de ces bombes de 1 tonne 8 qui a tapé un bunker où devait se trouver Saddam, mais le renseignement n'était pas bon et il n'y était pas, il y avait d'autres officiers, et qui a bien fonctionné. Pour la petite histoire, c'est GBU 28, utilisé contre les bunkers en 2005, il y en a 100
qui ont été vendues à Israël. À côté de ça, vous avez d'autres bombes qui existent et je vais essayer de la faire simple parce qu'il faut être franc, c'est vite un sujet de geek. De nos jours, vous avez par exemple la GBU 72, le Advanced 5K Penetrator, 2 tonnes 3, et là c'est une BLU 138. La BLU, c'est la partie de la bombe numéro 138. JDAM, c'est avec guidage GPS. Et ça doit super bien pénétrer dans le sol. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre ce qu'on vous met en avant dans les brochures ou dans les reportages comme étant le nouvel armement et ce qui est vraiment opérationnel dans les forces, il y a toujours 1 à 2 générations d'écart. Et c'est pour ça que sur ces photos, où vous voyez des F-15I sur la base de Hatzerim, F-15 du 69e escadron, les Hammers, eh bien ça ressemble plutôt à de la BLU 109 ou peut-être, j'ai bien dit peut-être, de la BLU 111. Donc on est donc sur de la génération de bombes qui date des années 80-90. Maintenant, qu'est-ce que ces BLU 109 ont de spécial? BLU, comme je vous l'ai dit, c'est Bomb Live Unit. Elles vont être guidées, on rajoute un kit de guidage GPS dessus. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir en tirer plein en même temps, on ne va pas être gêné par les faisceaux laser. Elles vont se guider grâce au GPS, augmenter en précision grâce aux clés GPS, clés militaires GPS. Et c'est un type de bombe que l'on a en France, moi j'en ai tiré, qu'on a en Australie, en Belgique, au Canada, partout. En fait, il y en a à peu près partout. C'est les Américains qui fabriquent ça. Ça pèse 910 kg, ils sont dans la catégorie des bombes de 1 tonne. Ça fait 2,4 mètres de long, ça fait un grand joueur de basket, 37 cm de large. Et il y a une charge militaire de 250 kg. Donc en gros, la bombe fait 1 tonne avec son kit de guidage, 250 kg d'explosifs et c'est du tritonal. Pourquoi du tritonal? Parce que vous avez 60 à 80% où c'est de la TNT. Je vous rappelle que la TNT a été inventée en 1863. Et 20 à 40% qui est de la poudre d'aluminium. Alors pourquoi est-ce que vous voulez ce mélange? Bien parce que la poudre d'aluminium, ça va rendre tout ça plus chaud et donc ça va décupler l'impact de la TNT. Vous êtes donc sur un mélange de tritonal qui est environ 18% plus explosif que de la TNT seule. Donc ces 250 kg d'explosifs sont plus efficaces que 250 kg de TNT, vous l'aurez compris. Pour la petite histoire, le mélange aluminium-TNT, ça nous date quand même de 1899. Les Allemands l'ont utilisé dès 1902 et les Américains au combat dès 1912. La BLU 109, ce qui est probable sur ces F-15 israéliens, a peut-être été remplacée, ou pour certains avions, par de la BLU 116, qui est en fait la version un peu plus moderne. Elle aurait une capacité pénétrante 2 fois supérieure, donc c'est quand même pas rien. Sur le papier, en source ouverte, ce qu'on aime dire, c'est que la BLU 109, elle peut pénétrer de l'ordre de 2 mètres. La BLU 116, 3,4 mètres, 4 mètres. Et après, derrière, vous avez la BLU 113, au-dessus de 6 mètres. Comme je vous l'ai dit, là, ce serait de la 109 ou de la 116. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve avec des trous pareils? C'est là où la tactique devient très intéressante. Quand on prépare un objectif, on regarde quel est l'état final recherché. Dans ce cas-là, taper le bunker et tuer les personnes à l'intérieur. Ensuite, on va regarder la target, la zone. Nous sommes dans le centre de Beyrouth, il y a des écoles à quelques dizaines de mètres, fait exprès par l'adversaire, mais il ne faut pas les toucher. Ensuite, il y a des bâtiments en surface. À votre avis, toute la difficulté est de savoir précisément où se trouve le bunker. Car si vous voulez taper le bunker protégé par le bâtiment, il va falloir passer à travers tout le bâtiment et après rentrer, ce qui va être pas loin de mission impossible. Et comme Tom Cruise n'était pas disponible, il faut trouver un autre plan. À partir de là, détruire ces bâtiments, mais également venir taper à côté / entre les bâtiments et profiter ainsi de la pénétration possible dans la terre pour aller chercher le bunker, me paraît être la bonne technique. Et quand on voit cette image, vous voyez bien que la bombe a d'abord tapé le sol, a pu pénétrer dans la terre et est venue chercher le bunker en profondeur. Donc c'est une erreur de protection de la part du Hezbollah d'avoir permis à l'adversaire de pouvoir toucher son bunker sans bâtiment au-dessus. Maintenant, il y a une autre possibilité, si vraiment le bunker est caché en dessous, c'est niveler les bâtiments et après taper. Mais là, vous vous retrouvez avec un gros amas de débris. Il va donc falloir passer dans ces débris très puissants. Et ce n'est pas le pilote de chasse qui va savoir quelle est la meilleure technique, c'est le chargé de ce qu'on appelle en Occident le weapon ring, le ciblage. On a des spécialistes qui font des calculs pour savoir quel est le meilleur réglage sur la bombe, quel est le meilleur ciblage à effectuer, qu'est-ce qu'il faut taper, comment, afin d'aller chercher l'effet militaire. Et encore une fois, dans ce cas-là, je pense que le plus logique était de taper autour des bâtiments pour pouvoir pénétrer dans le sol et détruire la partie enterrée avant de détruire tous les autres bâtiments pour qu'il n'y ait pas de doute et également pour que ça s'effondre dessus. Donc 1, je vais chercher en profondeur, 2, derrière, je nivelle tout ce qui traîne. Et ils n'ont pas fait semblant car sur ces images, vous voyez qu'il y a une petite dizaine, 8 pour être précis,
F-15I, par image partagée de manière officielle par Israéliens, avec 7 JDAM à chaque fois, ce qui nous donne un total de 56 munitions possibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes été tirées. Pourquoi? Parce que sur une mission comme ça, vous allez avoir du spare et vous allez faire décoller des avions prêts à ouvrir le feu. Ça ne fonctionne pas. Donc en tirer une quinzaine, vingtaine de munitions, pourquoi pas, dans une séquence très précise mais assez rapprochée. Pas besoin d'attendre 10 minutes entre chaque. Avec des frappes laser, il faut attendre que la fumée parte. Avec des bombes comme ça guidées GPS, vous pouvez quasiment tout tirer en simultané ou à quelques secondes d'écart. Et derrière, l'ordre d'arrivée va être dans le bon ordre. On a dit d'abord, vous allez chercher le bunker, après, vous faites tout s'effondrer dessus. Et normalement, vous n'êtes pas loin de l'état final recherché. Point qui m'interroge tout de même, la vitesse, la célérité, j'ai envie de dire, à laquelle le BDA, le Battle Damage Assessment, le compte-rendu a été communiqué par voie officielle. Comment pouvait-il savoir aussi rapidement que les personnes dans le bunker étaient décédées? Je ne le sais pas. Maintenant, ça peut être de la com ou du bluff. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce lundi matin, on a eu l'information que le chef du Hezbollah était effectivement décédé. Voilà pour la partie technique. Petit point supplémentaire tout de même, voir 7 bombes de 1 tonne sur un F-15, c'est impressionnant. En France, on ne peut pas se permettre de mettre 7 bombes de 1 tonne sur nos chasseurs, nous n'avons pas la capacité. À mon époque, on était plutôt sur 1 ou 2 bombes d'1 tonne. Ça veut dire que pour atteindre le même effet militaire, il nous faudrait 2 à 3 fois plus d'avions que les Israéliens dans ce cas-là. Ce qui nous rappelle tout de même l'intérêt d'avoir des chasseurs lourds, comme ces F-15. F-15 sont des chasseurs lourds, car ils ont des capacités d'emport assez intéressantes, même si le Rafale F-4A a maintenant la possibilité d'emmener 4 A2SM 1 tonne, c'est les nouvelles ouvertures de domaine, mais ce n'a pas été le cas pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc on est en train de rattraper un petit peu notre retard sur ces charges lourdes, là où traditionnellement pendant des années en France on tirait plutôt de la 250 kg. Alors je vous ai promis en début de vidéo qu'on ferait une toute petite prise de hauteur, une toute petite ouverture. Je voulais juste revenir sur le Hezbollah, également appelé le Parti d'Allah. Je vous rappelle qu'il a été fondé en 1982 suite à l'invasion du Liban du Sud par Israël. Si vous avez un peu de temps devant vous, je vous encourage à regarder ce qui s'est passé au Liban entre 75 et 83. C'est assez intéressant. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas tout noir. Ça permet de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe sur zone. Dans tous les cas, le Hezbollah est un parti qui est défini par la France comme terroriste. Et a raison, car le leader, qui a été tué il y a quelques jours, a du sang français sur ses mains. Et pas qu'un peu, et notamment du sang de militaires. Alors pour rappel, en avril 83, le Hezbollah avait fait une attaque contre l'ambassade américaine. En octobre 83, c'était 299 victimes, dont 58 Français avec les attaques du Drakkar. Et derrière, il y a eu des prises d'otages dans des avions, des attentats en Espagne, des attentats à Buenos Aires, des attentats en Arabie Saoudite, contre l'Arabie Saoudite, contre des Français, contre des Américains, bref, contre une multitude de nationalités. Et vous l'aurez compris, des Américains avaient été tués. Donc c'est tout naturellement qu'on a vu cette déclaration de la présidence américaine qui se réjouissait d'une certaine manière de l'élimination du leader du Hezbollah qui a du sang américain sur les mains, et cela depuis des dizaines d'années. Cela peut expliquer également en partie la présence renforcée des Américains dans la région afin de stabiliser et éviter une escalade. Présence avec, nous l'avions dit il y a un mois, des porte-avions, mais également des troupes au sol et des avions de chasse qui étaient avant en Alaska, qui ont été déployés au Moyen-Orient. Au niveau des ventes d'armes vers Israël, car tout cet armement, vous l'aurez compris, est de fabrication américaine, le F-15, les BLU. Entre 2013 et 2023, environ 70% de l'importation d'armes en Israël venait des États-Unis. Vous aviez une petite trentaine de pourcents qui venaient d'Allemagne, avec notamment des sous-marins, et un petit peu d'Italie également. La France a livré quelques composants. On est vraiment sur des tout petits détails quand on voit le volume d'armes fourni notamment par les Américains. De son côté, et c'est à noter, ce week-end, donc bombardement du côté du Liban, mais il y a également ces images qui nous parviennent du Yémen. Les Israéliens sont engagés sur plusieurs fronts, du côté de Gaza, au sud, du côté du Hezbollah au nord, mais également du côté de la mer Rouge avec les Houthis qui ont été ciblés et qui ont encore un dépôt de pétrole qui a été détruit par les pilotes de chasse. Je pense que vous l'aurez compris, l'actualité est très dense dans la région. On s'approche des 1 an des attaques du 7 octobre. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. On vous fera un petit retour sur tout ce qui s'est passé durant cette année. Dernier petit point que je voulais préciser tout de même, pour ce qui est de la pénétration des bombes dans le sol, elles ont un retardateur, si vous voulez, à l'arrière de la bombe, pas à l'avant mais à l'arrière,
qui va détecter que la bombe pénètre dans le sol et va compter un certain nombre de millisecondes avant de faire exploser justement la charge militaire. Et c'est donc avec le réglage de ce petit retardateur situé à l'arrière de la bombe que vous allez atteindre l'effet militaire voulu. Et ce sont des bombes qui sont renforcées à l'avant pour pouvoir bien rentrer dans le sol. Et autre point très important, il va falloir arriver avec beaucoup d'angles. Si vous arrivez avec un angle assez faible, votre bombe risque de rentrer et peut-être de ressortir, ou en tout cas de se décaler par rapport à l'endroit où vous voulez frapper. Le fait d'arriver très vertical va augmenter vos chances d'atteindre votre effet militaire. Donc c'est des mathématiques, c'est de la physique calculée par, en France on a le Centre national du ciblage qui travaille sur ce genre de problème. Je terminerai en disant qu'il y a quelques semaines seulement, les États-Unis ont accepté la vente d'un nouveau package d'armes aux Israéliens, avec notamment une mise à jour de leur F-15 et de nouveaux F-15, comme par hasard, encore plus puissantes, qui vont pouvoir emmener encore plus de missiles, encore plus de munitions, dérivées des F-15EX. On pourra en reparler si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 60% à suivre la chaîne, mais à ne pas vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet juste que l'algorithme vous dise quand on sort des nouvelles vidéos. On en sort normalement le lundi, le vendredi, mais avec l'actu en ce moment, on en sort également le mercredi ou pourquoi pas, si les monteurs sont dispo très rapidement en fonction de ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans les transports, en conférence, en entreprise chez vous ou tout simplement au détour d'un footing. Allez, fly safe.